Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live chat organisé par Ramsay Général de Santé et consacré aujourd'hui au projet de naissance. Donc toutes les questions que vous vous posez sur le projet de naissance sont les bienvenues. Pour y répondre, nous avons sur ce plateau deux intervenants de l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq, le docteur Jean-Claude Ducloix qui est anesthésiste réanimateur. Bonjour. Et le docteur Sébastien Roux qui est gynécologue obstétricien. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur ce live chat. Donc vous êtes là pour répondre à tout le monde. Alors vraiment à tout le monde parce que la particularité du chat d'aujourd'hui, c'est que donc, vous allez répondre à des questions pendant cette heure de live, mais également vous êtes engagé à répondre par écrit, par mail, à toutes les questions que vous n'aurez pas pu traiter pendant cette heure. Donc vraiment, tout le monde aura sa réponse, donc n'hésitez pas, posez vos questions. Donc on va tout de suite prendre le premier internaute, enfin la première, parce qu'il y a du monde. Donc ce sera Tati qui vous demande tout simplement ce que vous entendez par projet de naissance. Alors, le projet de naissance, c'est en fait pour présenter un petit peu ses désirs pour l'accouchement. Alors ça peut être... tout est ouvert justement et ça permet de mettre aussi par écrit des choses qu'on souhaite pour son accouchement, de savoir l'accompagnant, de savoir comment on voit l'accouchement, si on a des désirs particuliers. Le fait aussi de les mettre par écrit permet à l'équipe soignante aussi de savoir exactement ce qu'on souhaite justement et de ne pas répéter à chaque fois ce qu'on désire. Donc c'est dans le dossier de la patiente. Après on le met dans le dossier, voilà, tout à fait. On peut le mettre dans le dossier, c'est une feuille papier. Nous, on a justement un projet de naissance, une sorte de base de projet de naissance qui est accessible d'ailleurs sur le site internet. Et ça permet d'avoir justement une base de réflexion et de pouvoir noter justement là-dessus ses désirs. D'accord, mais sans être obligatoire, ça n'a aucun caractère légal. Ah non, c'est vraiment, c'est pas aucune obligation là-dessus, mais si on a envie de dire quelque chose, c'est l'occasion justement. Depuis qu'on l'a mis en place, on s'aperçoit qu'on a environ 40% moins des patientes qui prennent la peine de le rédiger, parce que c'est bien du texte libre, hein, ce n'est pas des cases à option. Et donc, elle précise dessus à l'ensemble de l'équipe, parce que chacun des membres de l'équipe va prendre ce qui le concerne, qui l'anesthésiste, qui les sages-femmes, les auxiliaires, l'obstétricien vont prendre, tiens, ça, bah oui, je peux pas. Et ça permet aussi aux patientes de préciser parfois aussi, outre leurs désirs, sur l'environnement de l'accouchement, leurs craintes éventuelles. Une patiente qui a eu un deuil familial, par exemple, d'une sœur, de sa mère, elle dit, elle va écrire, on l'encourage à l'écrire, ben voilà, cet accouchement, tout se passe bien, ma grossesse se passe bien, mais ma sœur a fait telle chose en accouchant, rassurez-moi sur ce point-là. Et nous, ça nous permet de voir ces points particuliers-là. Et il faut vraiment que ce soit un travail adaptez personnel. votre accueil, votre encadrement. Tout à fait. On ne peut rassurer les gens que sur ceux qui nous demandent de les rassurer. D'accord. Alors on reste sur ce projet de naissance avec Marie. Comment et à qui faut-il communiquer son projet de naissance pour qu'il soit bien à la connaissance des différents intervenants le jour J? Est-ce que la rédaction se fait sur support papier? À qui on le remet et quand au plus tard? À la limite, il faut l'écrire sur un support papier pour qu'il soit dans le dossier. C'est vrai que nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a un dossier qu'on appelle le dossier ombrelle, que les patientes ont pour leur suivi de grossesse, où on met toutes les informations purement médicales, mais il peut aussi servir justement pour y mettre des documents, notamment le projet de naissance. Il faut en parler avec son obstétricien, on peut en parler aussi avec la sage-femme qui s'occupe de faire justement les cours de préparation à l'accouchement. Et lors de la consultation avec l'anesthésiste, également lui en parler pour justement savoir aussi un petit peu tous les éléments par rapport à l'anesthésie. D'accord. Et la dernière partie de la question, c'était quand au plus tard? Alors, avant l'accouchement, en fait. Si possible. C'est ça, c'était au plus tard avant l'accouchement. Maintenant, ça peut se rédiger petit à petit aussi. On peut en commencer à en parler dès la première consultation avec l'obstétricien. Et puis, au fur et à mesure aussi, le modifier s'il y a besoin de le modifier. Y apporter d'autres éléments parce que pendant la grossesse, il s'est passé autre chose. Mais je dirais jusqu'au jour J, on peut encore le modifier et le créer. La plupart des projets de naissance sont effectivement présentés dans le dernier mois et ne présentent quasiment jamais de rupture avec les habitudes de l'établissement. Mais plus c'est présenté tôt, mieux c'est formalisé sur le papier. Comme ça, c'est lu par l'ensemble de l'équipe. Et même, ça peut être un projet de naissance par oral, pourquoi pas. Le dernier jour, on dira, j'ai oublié de demander, est-ce que ça sera possible?
Et la plupart du temps, c'est dans l'ordre des choses possibles. D'accord. C'est juste que l'écrit, ça facilite la transmission entre les Ça différents membres de l'équipe. Ça évite de répéter à chaque fois les mêmes Voilà, choses. c'est ça. Alors, une nouvelle question de Ansoft Co, donc c'est son pseudo. Peut-on demander un accompagnement par hypnose pour l'accouchement dans un projet de naissance? Est-ce que ça fait partie des particularités Oui, on peut demander, et beaucoup d'équipes travaillent à l'accompagnement par hypnose dans le projet de naissance. D'une part, pour une patiente qui aurait, par exemple, qui aurait désiré accoucher sous péridurale, mais elle a une contre-indication médicale à la péridurale. Donc, forcément, l'accompagnement par hypnose, si l'établissement le pratique, va pouvoir l'accompagner en complément d'autres techniques. Toutes ces techniques de préparation à la naissance ne sont pas opposées les unes aux autres, tout est complémentaire. Maintenant, même une patiente qui peut avoir une analgésie péridurale peut très bien avoir un accompagnement hypnotique au moment de la pose de la péridurale. Par exemple, c'est quelqu'un qui a très très peur des piqûres et qui... Eh bien voilà, on a des techniques, notamment, par exemple, il y a des gens qui ont mis une technique de pose de péridurale avec un léger balancement. C'est contraire à ce qu'on entendait avant. Surtout, vous ne bougez pas, madame. Non. Vous pouvez bouger modérément avec un langage hypnotique. Et puis aussi et surtout, une fois que la péridurale est posée, il y a encore du travail. Et il y a certaines situations dans lesquelles le travail obstétrical se bloque un petit peu parce qu'il y a un stress qui est là, qui verrouille le col utérin. Et l'hypnose, là, il y a des travaux bien menés qui ont bien montré que cet accompagnement hypnotique pouvait permettre, dans certains cas, de libérer les choses et que le travail avance beaucoup plus progressivement. Donc oui, on peut faire de l'hypnose en maternité. Maintenant, l'hypnose ne peut pas tout faire. Si un accouchement par les voies naturelles se transforme en accouchement par voie haute, par césarienne, et si on n'avait fait que de l'hypnose et qu'il n'y a pas de cathéter de péridurale qui a été posé, et là, cette patiente sera parfois obligée d'avoir une anesthésie générale, et là, elle restera un petit peu sur sa faim, sur cet accouchement. Donc c'est plus pour l'accompagnement, pour la préparation, mais c'est pas... Oui, ça fait partie du package que l'on peut proposer à cette patiente en complément d'autres techniques médicales et de sécurité. Et ça fait partie du projet de naissance. Et ça peut être écrit, commenté sur le projet de naissance. Dans cet établissement, on fait pas, oui, voilà. D'accord. Alors, une nouvelle question maintenant de Isabelle. Messieurs, je suis enceinte de 3 mois et je suis sous morphine, 10 mg par jour depuis le début à cause d'une hernie discale. J'ai été rassurée, mais le médecin m'a dit qu'il y avait quand même un risque de respiration à la naissance et de sevrage. Est-ce que les médecins sauront gérer sans problème et à coup sûr ? Ça fait partie, on va dire même plus du dossier médical que du projet de naissance, mais il faut que cette dame, elle est suivie par un médecin algologue ou son médecin traitant qui l'a mis sous morphine, et surtout un traitement morphinique ne doit pas être interrompu sans information médicale. Donc là, il faut que ce traitement soit stable. Il ne faut surtout pas le remplacer par autre chose, surtout pas par des anti-inflammatoires par exemple. Et ensuite, au bout du compte, on va en tenir compte. Oui, effectivement, il y a un passage de cette morphine chez l'enfant, donc l'équipe pédiatrique doit être informée en fonction de la proximité de la dernière administration de morphine. On peut avoir un taux légèrement supérieur chez l'enfant, mais ce taux peut être géré soit par une réversion, soit de toute façon par une surveillance, de l'oxygène, s'il faut. Et en ce qui concerne... Donc, oui, effectivement, on a la possibilité d'avoir une dépression respiratoire de l'enfant si la dernière injection est proche. Hein. Mais ça ne doit pas être l'occasion d'arrêter brutalement le traitement, surtout pas. Et la deuxième chose, c'est que cet enfant a été habitué à la morphine pendant la grossesse, et donc il y a possibilité qu'il y ait un petit syndrome de sevrage, un enfant un petit peu plus agité, un petit peu plus excité, parce qu'il est en manque de sa morphine. Dans certains établissements, on conseille même on favorise l'allaitement maternel, parce que dans le lait maternel, il va passer un petit peu de morphine, beaucoup moins que ce qui passe pendant la grossesse, et qui va permettre de réduire ce syndrome de sevrage. Dans les populations où les patientes héroïnomanes sont suivies dans des établissements de santé, on conseille même aux héroïnomanes de donner le sein à leur bébé pour limiter
le syndrome de sevrage. Plutôt qu'un arrêt brutal. Il faut que tout soit bien écrit, connu, présenté et que chaque intervenant connaisse le dossier, que ce ne soit pas quelque chose qu'on découvre à la dernière minute. D'accord. Alors, question maintenant de bébé 43. À bientôt 43 ans, je suis enceinte de mon premier bébé. La grossesse se passe très bien, l'accouchement s'annonce sans complications particulières et je suis inscrite dans une maternité de niveau 1. Mais je commence à avoir des doutes. Est-ce que, de par mon âge, je ne suis pas une patiente à risque? Et du coup, est-ce que je ne devrais pas plutôt aller vers un niveau 2, voire 3? Je dirais que pas forcément, parce que si toute la grossesse se passe bien et qu'il n'y a pas de pathologie particulière, que l'enfant naît à terme, parce que le niveau c'est aussi par rapport au terme de l'accouchement, si tout se passe bien, pas forcément obligé de changer de lieu d'accouchement. Maintenant, s'il y avait d'autres pathologies ou par rapport au terme de l'accouchement, là, de toute façon, la maternité le jugera, s'il y aura un transfert qui sera organisé à ce moment-là, si besoin. Oui, parce que l'âge de la mère augmente le risque de prématurité aussi. Alors, ça peut jouer aussi. Après, il y a d'autres risques vasculaires aussi, parce que forcément, on a plus de risques de pathologie vasculaire. Mais dans ces cas-là, on a des symptômes avant, et on s'en rend compte avant. Et s'il y a besoin, effectivement, elle sera réorientée. Elle sera orientée là où il faudra. Il faut bien savoir que la classification niveau 1, 2A, 2B et 3, ce n'est qu'une classification de la prise en charge des bébés. Pas des mamans. On peut très bien avoir des établissements de niveau 1 qui ont tout ce qu'il faut pour prendre en charge des patientes qui ont des pathologies ajoutées, d'hypertension, de diabète, d'obésité. Si effectivement cela n'influe pas sur le terme et le risque de prématurer, ces établissements sont tout à fait aptes à prendre des patientes qui ont des pathologies ajoutées. Ça, il faut le demander à l'équipe en place au moment des consultations. D'accord, donc tant que son médecin ne la réoriente pas, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'elle n'accouche pas en 43 ans niveau 1, ça ne nous poserait pas de particularité, sauf si c'est une prématurée annoncée. Oui, ça c'est autre chose. Prématurité D'accord, mais ça elle le saurait. C'est plus le terme de l'accouchement qui est un critère justement pour choisir le niveau d'accouchement. D'accord. Alors, Jeanne ne sait pas trop si elle a envie d'allaiter. Elle demande si elle peut donner la tétée de naissance, juste pour voir comment ça se passe, et ensuite décider de continuer ou d'arrêter, ou bien est-ce qu'il faut avoir décidé avant? Non, on peut se décider justement à la dernière minute. Et c'est vrai que nous, on a pour habitude aussi de poser la question, j'irai après la naissance finalement, où la tétée de bienvenue peut avoir lieu. Alors souvent, c'est pas tout de suite à la minute, on a encore un peu le temps, mais on peut faire la tétée de bienvenue, voir comment ça se passe. Et puis après, il y en a qui changent parfois d'avis. Il y en a qui veulent ne faire que la tétée de bienvenue et ensuite bifurquer sur les biberons. Et d'autres qui finalement se disent, finalement, c'est pas mal, et continuer. J'ai eu l'exemple la semaine dernière d'une patiente qui justement a continué. Au départ, elle s'était dit que j'allais juste faire la tétée de bienvenue. Et finalement, elle s'est dit, ça se passe bien, et elle continue, et là, ça se passe très bien. Mais en tout cas, si on décide d'arrêter, c'est pas trop tard. Si on a fait il faut se méfier aussi, parce qu'après, une fois que la montée de lait a eu lieu, là, c'est un peu plus délicat. Alors, quand on a juste une tétée de bienvenue, ça n'aura pas vraiment de grosses conséquences. Par contre, si on a commencé pendant 2-3 jours, et qu'au bout d'une semaine, on se décide de passer, il faut y aller par étapes, parce que sinon, c'est vrai qu'il y a un risque d'engorgement, et toutes les complications qui peuvent s'en suivre. Mais après, dans ces cas-là, on conseille plutôt de diminuer progressivement pour que le corps s'adapte, pour éviter justement ces problèmes. Et ça aussi, ça peut figurer dans le projet de naissance, dire qu'on n'est pas trop décidé, qu'on a peut-être besoin d'être un peu aidé, un peu conseillé. Ça fait partie justement des questions dans le projet de naissance, savoir est-ce que vous voulez donner le sein ou plutôt le biberon. Et on voit parfois dans des projets de naissance, est-ce qu'en cas de césarienne, je pourrais faire une tétée de bienvenue? Eh bien oui. Oui, l'accouchement par césarienne n'est pas une contre-indication à la tétée de bienvenue ou à l'allaitement maternel précoce dès la salle de réveil s'il faut. D'accord. Alors, question maintenant de Amélie. Bonjour, je ne suis qu'à 3 mois et demi de grossesse et je sens déjà comme des contractions au niveau du haut du ventre. Est-ce normal? Dois-je m'inquiéter? Est-ce que ce sont des contractions de Braxton? Que faire pour les soulager et éviter de les avoir si possible? Pour les contractions, c'est sûr que ce qui marche le mieux, c'est le repos. Alors après, c'est sûr qu'à 3 mois, c'est assez tôt pour avoir des contractions. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se méfier quand même. Si, dans le cadre de l'examen de suivi,
le col n'a pas bougé, qu'il ne s'est pas modifié, on peut être quand même plutôt rassuré. Maintenant, c'est sûr que le meilleur traitement, c'est en général le repos. Et après, on peut utiliser d'autres traitements comme les antispasmodiques pour essayer de relâcher un peu les choses. Mais à 3 mois et demi, ça arrive, c'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant, c'est sûr qu'on préférerait qu'il n'y en ait Bien pas, sûr, ça forcément. Ça ne veut pas dire que ça forcément il va y peut avoir, ça peut arriver. Maintenant, c'est aussi important de voir la fréquence des contractions, parce que si, bon, il y en a toutes les 15 minutes, c'est sûr que ça fait beaucoup. On peut en avoir une dizaine par jour sans que ce soit inquiétant. Ça dépend de leur intensité aussi, parce que c'est sûr que si on est plié en deux, c'est pas normal non plus. Être sûr qu'il n'y ait pas de saignement non plus accompagné, mais ça, de toute façon, en général, dans ces cas-là, on va consulter. Maintenant, si ça passe pas avec le repos et avec les traitements antispasmodiques, je lui conseille quand même d'aller consulter. D'accord, donc on ne s'inquiète pas, mais on surveille. Il faut quand même surveiller. D'accord. Alors, Marjo, 77, lors de mon premier accouchement, on ne m'a pas proposé de peau à peau avec ma fille. Cela peut-il faire partie du projet de naissance et est-ce pratiqué dans toutes les maternités? On le propose. Alors, je sais que nous, la maternité de... Peau à peau, c'est-à-dire on vous laisse un peu le bébé, on ne le retire pas tout de suite. Voilà, tout à fait. Dès la naissance, en fait, si le bébé se porte bien et qu'il n'y a aucun problème, maintenant, c'est vrai qu'on essaye de favoriser justement le contact avec la maman et de faire le peau à peau, qui peut être fait aussi avec le papa. Ça peut se faire aussi au début si avec la maman, on doit faire certains gestes au début. Mais c'est vrai qu'on le propose assez facilement, on le propose assez systématiquement. Maintenant, ça dépend des maternités. C'est vrai que nous, on a une politique dans notre maternité qui est de favoriser un peu justement ce contact, si tout va bien. Après, d'autres maternités, pour d'autres raisons, ne font peut-être pas pareil, mais je pense que globalement, maintenant, toutes les maternités le font pratiquement. Et elle peut en faire la demande dans son projet de naissance. Oui, ça fait partie justement. Ah bah oui, ça peut être... On doit de toute façon en parler. Hein. Mais on voit que l'intérêt du peau à peau, souvent, a un bien-être réel pour l'enfant, avec des enfants qui respirent mieux. Et c'est faisable aussi en césarienne, là aussi, on insiste bien pour des... Mais alors maintenant, il y a parfois des circonstances dans lesquelles ce peau à peau n'est pas immédiatement possible, parce que le bébé est né un petit peu encombré, quoi. Il faut nettoyer sa bouche, juste avec une petite aspiration dans la bouche, et puis on le met tout de suite. Oui, il peut y avoir des petites situations d'urgence. Voilà, mais la plupart du temps, c'est possible, encouragé, et c'est passé dans les mœurs maintenant, alors qu'il y a 20 ans, on ne le faisait pas. D'accord. Alors, Mama sait déjà qu'elle aura une césarienne et elle voudrait savoir si elle aura son mot à dire sur la date ou si on va lui imposer. Alors, il y aura forcément un terme à respecter. On peut choisir la date, mais on sait qu'en cas de césarienne programmée, on essaye de choisir une date, mais pas avant 2 semaines avant terme. C'est vrai qu'il y a une date un peu butoir qui est de 39 semaines, et en général, on essaie de programmer à partir de 39 semaines. On n'est pas à quelques jours près, mais c'est vrai qu'on ne va pas le faire non plus le jour du terme, parce qu'après, le risque est que ça se mette en route avant, un peu en urgence, la nuit. Et c'est vrai que si c'est une césarienne programmée, autant le faire dans de bonnes conditions. Donc, on a son mot à dire, je dirais, à peu près, mais c'est vrai qu'il y a quand même une date butoir à respecter dans les césariennes programmées. D'accord. Alors, est-ce qu'un obstétricien est forcément présent lors de l'accouchement ou bien est-ce qu'une sage-femme suffit si tout se passe bien? C'est une question de Monica. Alors, c'est vrai que nous, on travaille dans un hôpital privé, et dans les hôpitaux privés, en général, c'est l'obstétricien qui vient faire l'accouchement. Dans les hôpitaux publics, effectivement, quand tout va bien, c'est souvent les sages-femmes. Maintenant, je sais qu'il y a certains établissements aussi privés où les sages-femmes font les accouchements. C'est vrai que notre habitude, nous, à la maternité de Villeneuve-d'Ascq, c'est que l'accouchement soit fait par un médecin, quoi qu'il arrive. D'accord. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait la présence de sage-femme. Alors, la sage-femme est là, de toute façon. Oui, la sage-femme est là. Quoi qu'il arrive, la sage-femme est là. En général, c'est elle qui s'occupe justement du suivi du travail, d'évaluer les choses. Nous, on reste disponible si besoin, parce que si elle a besoin d'un avis, s'il y a une urgence, nous, on passe voir dans ces cas-là. Si tout se passe bien, en général, on n'intervient pas. Et on intervient surtout à la fin pour l'accouchement. D'accord. Alors, à quel moment du terme peut-on connaître de manière sûre le sexe du bébé par échographie? Question de Delphina. L'échographie du premier trimestre, alors c'est pas, on peut éventuellement connaître le sexe en fonction de l'orientation du bourgeon génital. Maintenant, c'est pas non plus du 100%, donc c'est vrai que
Si on refait un contrôle un mois après, on peut déjà voir. Maintenant, ça dépend aussi parfois de la position du bébé, parce qu'il y a des bébés qui se cachent, donc on a du mal à bien voir. Mais au plus tard, en général, à l'écho morphologique du deuxième trimestre, là c'est visible. Mais c'est vrai qu'à peu près autour de 16-18 semaines, on peut commencer à voir le sexe du bébé de façon plus précise. D'accord. Alors, on a un futur jeune papa, c'est William, qui se demande comment il pourra aider sa femme le jour J. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ou qu'il ne fasse pas d'ailleurs? Je pense que la place du papa, c'est d'être présent. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver sa place. Moi, c'est vrai que j'avais fait avant des cours de préparation pour les papas, parce que justement, pour expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on se sent un peu démuni, parce qu'on est à côté, mais on a l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose. Mais rien que la présence, déjà, c'est beaucoup. D'organiser, je dirais, tout ce qui est l'à côté, donc on peut s'occuper de l'administratif, donc aller à l'état civil après. Pendant l'accouchement, le fait d'être présent aussi, d'accompagner, d'encourager, ça c'est important aussi. Après, il y a toute la logistique, je dirais, pour souvent on le prépare à deux aussi, le sac pour les vêtements du bébé, mais c'est vrai que la maman étant souvent bloquée dans le lit sur la fin, quand il y a la péridurale, c'est le papa qui est un peu autour. Mais rien que la présence, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus important. Ou accompagner la patiente si elle a une péridurale de type déambulatoire, l'aider. Donc elle continue à marcher, c'est ça? Elle continue à marcher, oui. Être là, effectivement, être là. Et d'ailleurs, le projet de naissance, c'est une affaire de couple. C'est le papa qui va dire éventuellement s'il désire, a priori, couper le cordon du bébé. C'est un acte très symbolique auquel beaucoup de papas sont encore attachés. Et est-ce que c'est possible pour un accouchement par voie basse, oui ou non? En général, c'est la plupart du temps possible, sauf s'il y a un cordon un peu serré au moment de la naissance. Ou lors d'une césarienne, le papa peut recouper le cordon après la première coupe du cordon qui est fait bien sûr par l'obstétricien. D'accord. Alors on repart sur les modalités de la rédaction du projet de naissance avec Sissi qui vous demande s'il y a un support particulier pour la rédaction de ce projet ou si ça peut se faire sur papier libre et s'il doit être fait en présence d'un professionnel ou être validé par un professionnel, donc sage-femme, obstétricien ou autre. Alors, être validé, oui. De toute façon, c'est toujours aussi une discussion qu'il faut avoir avec à la fois la sage-femme, à la fois l'obstétricien et aussi l'anesthésiste, parce que ça aussi, ça en fait partie, pour justement établir un petit peu les choses. Il ne faut pas arriver, parce qu'il y a des choses parfois qui sont demandées et qui sont malheureusement pas faisable, mais on essaye de respecter quand même un maximum ce projet de naissance, mais c'est vrai que c'est aussi une discussion à avoir avec les professionnels de santé pour vraiment établir un projet de naissance adapté. Et alors après ça peut se faire, c'est vrai que nous on donne une base de support pour aider un petit peu à la rédaction. Maintenant, c'est aussi, ça peut potentiellement être fait sur une autre feuille qui n'a pas forcément de rapport avec notre feuille qu'on donne, mais c'est plus pour avoir une inspiration, savoir quoi mettre dedans. Les établissements qui ont mis ça en place dans leur structure ont organisé le projet de naissance chapitre par chapitre. Le pot à pot pour le bébé, quid de la péri. Donc l'avantage, c'est que les professionnels s'y retrouvent quand c'est le document d'établissement. Mais en tout cas, quel que soit le support, ça doit être un travail personnel. Il ne faut pas aller chercher sur Internet un truc copier-coller de 3 pages qui part dans tous les sens, et là, qui a des chances de désorienter, de déstabiliser l'équipe. Non, il faut que ça soit vraiment... Alors, la patiente peut se faire aider de la sage-femme qui l'aide dans les séances de préparation à la naissance, en disant qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce qu'il est... Voilà, elle peut se faire aider. Mais la rédaction, c'est la patiente. Mais il faut quand même que ce soit en accord avec ce que propose l'établissement. Oui. Mais si ce n'est pas en accord, c'est à l'établissement, c'est à l'équipe, au fur et à mesure de la présentation de ce projet de naissance, de dire ça sera possible, ça ne le sera pas. Mais donc il faut quand même en parler avec les... Plutôt on en parle, mieux c'est. Voilà, pour confronter ce qu'on veut avec ce qui est faisable. Pas arriver non plus le jour J en se disant on lui avait dit que si c'était possible, et que finalement on dit non, ça c'est pas possible, parce qu'après c'est sûr qu'il y a une certaine déception, parce que quand on nous dit c'est possible et que finalement on l'a pas, il faut dire aussi, après il y a des choses. C'est aussi en fonction de comment ça se passe au moment du travail, au moment de l'accouchement. On a des idées sur l'accouchement, mais ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Des fois, si, quand même, mais c'est vrai qu'on a toujours des surprises, et c'est vrai qu'après, il y a un moment où on doit s'adapter. Et il y a des choses qu'on peut plus ou moins respecter, mais on avait dit qu'on le ferait, mais finalement,
les conditions font qu'on n'a pas Oui, pu le on faire. peut pas. Et la réalisation d'un accouchement et du projet de naissance dépend de l'équipe qui est en charge de la patiente ce jour-là. Hein, c'est Oui. elle de prendre. Mais si quelque chose n'est pas conforme aux habitudes, cela doit être expliqué. Nous ne pouvons pas le faire parce que. Donc c'est du dialogue en fait, c'est C'est du beaucoup, dialogue, beaucoup de c'est dialogue. l'initiation d'un dialogue. Alors, Sam 777, bonjour. Mon taux de plaquettes étant en chute libre actuellement, quelle alternative médicale à la péridurale pourrait m'être proposée? Je pense à un dérivé morphinique. Elle est enceinte de. Alors, elle est enceinte, mais De je quel pense terme on ne sait pas. On Elle ne ne sait pas. précise pas. non. Alors, chute libre en soi, déjà, il faut voir ce que c'est qu'une chute. Si on est passé de 130 000 à 125 000, voilà, entre Parce une que chute la libre et baisse une baisse, du nombre voilà. de plaquettes, c'est une contre-indication à la péridurale. C'est pas la baisse des plaquettes, c'est surtout les syndromes hémorragiques, D'accord. les risques de saignement dans l'espace péridural qui peuvent contre-indiquer. Alors, on se fie effectivement au chiffre des plaquettes, mais avant tout, est-ce qu'il y a des symptômes associés? Si c'est une patiente qui a 130 000 plaquettes, qui est passée, on va dire, de 140 000 à 130 000 plaquettes, ce n'est pas une contre-indication à la péri, mais qui va me dire, oui, mais ça fait 8 jours que j'arrête pas de saigner partout, du nez, des gencives, j'ai des bleus partout. Eh bien là, elle peut avoir des plaquettes normales, qu'on sera un petit peu réticent à poser une péridurale d'emblée, ou alors qu'on va contrôler le chiffre du jour. Hein. Donc voilà, ce n'est pas uniquement le chiffre qui doit faire. Les établissements ont chacun leur politique, leur protocole. Hein. Il faut savoir que chez la femme enceinte, il ne faut pas regarder les chiffres du labo, parce que le labo rend des résultats qui sont pour les patientes non enceintes, donc des chiffres de 120 000, 130 000 plaquettes sont compatibles avec une péridurale. Il y a même des établissements qui peuvent descendre jusqu'à 70 000 plaquettes. Mais encore une fois, c'est celui qui réalise un acte qui doit prendre cette décision. Et si cet acte est impossible, s'il est contre-indiqué avec des raisons médicales opposables, eh bien, certains établissements vont proposer une prise en charge par des produits morphiniques administrés par voie intraveineuse. Pourquoi des rapides? C'est parce que ça va s'éliminer rapidement par l'enfant. C'est le rémifentanil qui est utilisable au pouce-seringue, et on propose à la patiente une administration avec une pompe à morphine comme on met au post-opératoire, mais ce n'est pas de la morphine, c'est un dérivé morphinique puissant et rapide. Donc c'est elle qui dose en fonction du seuil de douleur. Tout à fait, mais c'est une technique qui est plus lourde de surveillance qu'une péridurale. Il faut du personnel pour surveiller la patiente et le bébé. Il faut que l'équipe pédiatrique soit prête, donne son accord pour assurer une éventuelle réversion de ces effets chez l'enfant. Donc, voilà, c'est... Mais il y a d'autres options que ces dérivés morphiniques, quand on ne peut pas avoir de péridurale? Oui, des options médicamenteuses. On aura le protoxyde d'azote qui a été de longtemps proposé, qui a une efficacité, bon, on va dire, chez 40-50% des patientes. Il y a toutes les méthodes de préparation à la naissance. C'est sûr que si on sait qu'on va avoir une contre-indication à la péridurale et qu'on voulait une péridurale, qu'on voulait accoucher avec péridurale et que ça ne va pas être possible, bien, autant être bien préparé. Qui par l'hypnose, qui par la sophrologie, qui par... Voilà, toutes les techniques sont compatibles. D'accord. Après, il existe aussi, nous, je sais que dans notre établissement, on a ce qu'on appelle une salle nature où, effectivement, on a une baignoire pour justement essayer de soulager un maximum les choses. Il y a des lianes, enfin, il y a toute une salle, en fait. Des lianes? Oui, des lianes pour s'accrocher. Ouais, enfin, ça ressemble à ça. Ouais, mais dit comme ça, un peu les techniques, oui, bah, c'est peut-être une technique africaine, mais du coup, c'est ce qu'on appelle vraiment notre salle nature, et c'est vraiment pour essayer de faire en sorte de soulager quand on n'a pas justement la possibilité d'avoir une péridurale si on en voulait une. Les patientes qui ne veulent pas de péridurale et essayer d'être soulagées, ça permet justement d'essayer de gérer un peu mieux le côté douleur. D'accord. Alors, quand est-ce qu'une épisiotomie est pratiquée? C'est une question de Johanna. Et vaut-il mieux une déchirure ou une épisiotomie? Alors maintenant, c'est vrai qu'on ne fait plus d'épisiotomie systématique. Enfin, maintenant, on commence à revenir un peu dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est l'obstétricien qui, en cours du travail, va déterminer s'il y a besoin d'une épisiotomie ou pas. Il y a certains
certaines présentations qui font qu'on aura tendance à faire une épisiotomie. Le risque, il est plutôt souvent, c'est vrai que pour le premier accouchement, c'est rare qu'on fasse, si on n'en a pas eu pour le premier, au deuxième ou au troisième. Maintenant, effectivement, parfois le périnée étant un peu tonique, il vaut mieux effectivement avoir une épisiotomie plutôt qu'une déchirure qui parfois effectivement peut être très importante et finalement faire plus mal que l'épisiotomie. D'accord. Alors, vous avez parlé de la baignoire, du coup ça suscite des questions. La question d'Aline, quels sont les bénéfices de l'accouchement dans l'eau pour le bébé, pour la maman, et est-ce moins douloureux? Alors vous ne parlez pas d'accouchement dans l'eau. Non, c'est pas l'accouchement dans l'eau, c'est vraiment une baignoire pour vraiment gérer les douleurs, mais l'accouchement ne peut pas se faire dans l'eau pour l'instant parce qu'il n'y a pas de moyen de contrôler un peu les choses, et c'est vrai qu'on a besoin, alors même s'il y a des capteurs qui existent pour suivre éventuellement le travail dans la baignoire pour vérifier le bien-être du bébé, pour l'instant il n'y a pas d'accouchement qui se font dans l'eau. Non, donc ça reste... Oui, c'est juste avant, je dirais, de s'installer. Voilà, c'est pour soulager les contractions. Du début du travail. Voilà. Alors, Cécile est enceinte de presque 6 mois et elle souhaite savoir si c'est à elle de faire les démarches pour prendre rendez-vous avec un anesthésiste ou si automatiquement on allait lui proposer un rendez-vous pour discuter péridurale, etc. avec l'anesthésiste. En général, c'est vrai pendant le suivi avec l'obstétricien, souvent, moi je sais que j'ai par habitude de dire à la patiente, bah voilà, on est à tel terme, prenez votre rendez-vous chez l'anesthésiste. Ma secrétaire aussi, elle a l'habitude, donc souvent elle le dit à quel moment il faut prendre le rendez-vous, mais c'est vrai que c'est à la patiente de prendre le rendez-vous avec l'anesthésiste. Enfin, nous, on fonctionne comme ça dans notre maternité. Rendez-vous obligatoire, même si on ne veut pas de péridurale. Même si on ne veut pas de péridurale, il faut quand même qu'il y ait un rendez-vous avec l'anesthésiste, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, malheureusement, au moment d'un accouchement. On peut avoir besoin d'une césarienne en urgence, on peut avoir aussi une hémorragie de la délivrance, malheureusement, qui nécessite aussi des gestes avec l'anesthésie. Et après, il y a toute une autre gestion de certaines pathologies aussi, c'est important d'avoir quand même une consultation préalable pour être sûr d'avoir dépisté les éventuels problèmes. Mais c'est vraiment au cas où, c'est plus une sécurité que... Depuis 1995, il me semble, la date, la consultation d'anesthésie est obligatoire au cours du dernier trimestre de la grossesse, obligatoire et remboursée. Que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas une péridurale. Ce n'est pas une consultation de péridurale, c'est une consultation d'anesthésie pour s'assurer que des risques anesthésiques de cette patiente, des risques de santé générale, et de voir si... il y a besoin de faire des prélèvements biologiques supplémentaires sur la coagulation et estimer les risques de saignement. Mais la prise de rendez-vous, oui, c'est la patiente qui va le faire elle-même pour dire à quel jour et quelle date et avec quel médecin anesthésiste elle a envie de prendre rendez-vous. Maintenant, c'est effectivement l'obstétricien qui conseille à la patiente de s'adresser au secrétaire de consultation d'anesthésie. Parfait. Alors Mélanie, bonjour. Puis-je décider de ne pas me faire poser la péridurale trop rapidement à mon entrée pour accouchement et d'attendre un seuil de douleur maximale? En effet, la décision du moment de pose de la péridurale est souvent prise à la place de la maman. Alors la décision de poser une péridurale doit être proposée à la maman, non pas prise par... tout soin doit être toujours commenté, accepté par un patient. Maintenant, il faut voir quel est l'intérêt d'attendre pour avoir cette péridurale. Si on est sûr d'avoir, in fine, un accouchement sous péridurale, peut-être que c'est intéressant de poser tranquillement le cathéter en début de travail, quitte à faire une injection de ce cathéter différé, mais au moins il est posé. Parce que le souci, souvent des patients d'ailleurs se disent « je veux qu'on me pose ma péridurale le plus tard possible parce que j'ai peur qu'elle ne marche pas jusqu'au bout ». Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison tant qu'on remet du produit par nos dispositifs, soit des seringues autopulsées, soit des appareils avec une télécommande. Il n'y a pas de raison qu'elle ne marche plus à la fin. La deuxième raison, c'est je veux connaître mes limites. Ouais, mais alors le problème, c'est que si on veut aller jusqu'au bout de la douleur maximum, parfois il y a des dames qui ont l'impression d'avoir craqué, que c'est une défaite pour elles d'avoir une péridurale. Mais non, ce n'est pas une défaite. C'est un autre choix. Voilà. Et le troisième inconvénient, c'est que quand on pose, il y a encore deux inconvénients, quand on pose une péridurale très tard dans le travail, avec une douleur bien installée, eh bien là on est obligé de charger la péridurale et on va passer d'une patiente qui avait très très mal à une patiente parfois qui sent plus grand chose. Et ça la déçoit. C'est beaucoup plus facile de traiter, de faire des péridurales modérées, juste ce qu'il faut si on les pose
plus tôt. Et le dernier inconvénient, c'est que quand la patiente décide sur le tard, au cours de son travail, de vouloir une péridurale, parfois on va lui dire « Ah ben non, maintenant c'est trop tard, bébé est quasiment là ». Ou l'anesthésiste, il est occupé à faire une césarienne, ou il est occupé à autre chose, on n'a que demain, et il ne va pas pouvoir venir tout de suite. Donc voilà. Il vaut mieux quand même anticiper. Mais on peut toujours demander d'avoir sa péridurale le plus tard possible. Mais il faut peut-être se poser l'intérêt de pourquoi on a cette demande, et que c'est une question qui doit être posée au cours de la consultation d'anesthésie. Alors, une question de Delphina. Les régimes pour avoir un garçon ou une fille, est-ce que ça marche ou pas? Je pense que ça ne marche pas, parce que moi j'ai 3 filles, donc si ça marchait, je le serais. Donc, mais non, a priori... après c'est des vieilles croyances, mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit, parce que bon, a priori, il y a toujours 50-50, donc si ça marchait. Oui, avec ou sans régime, on ne choisit pas, non. Bon. Écoutez, dommage pour Delphina, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, question de Diama B. Bonjour, je suis à 29 semaines d'aménorrhée plus 2 jours et je voulais savoir quand il faut commencer les cours de préparation à l'accouchement et comment s'y prendre pour s'inscrire. Alors, les cours de préparation à l'accouchement, souvent, après, il n'y a pas d'obligation à les commencer tout de suite. En général, les cours, c'est surtout vers la fin de la grossesse. C'est là où on a plus de temps aussi, parce qu'au début, souvent, on travaille, donc on est moins disponible. Et après, c'est souvent réalisé avec des sages-femmes. Donc souvent, il y a des sages-femmes. Nous, c'est vrai qu'on a pour habitude de proposer certaines sages-femmes, mais après, c'est libre aussi. Si la personne connaît des sages-femmes, après, on peut orienter aussi à d'autres personnes qui réalisent les cours de préparation. Donc c'est un choix propre à la patiente. Et après, il y a différentes méthodes, je dirais, de préparation. Il y en a qui sont plus sophrologie, autonomie, il y en a qui vont à la piscine. Enfin, il y a différentes formes aussi de cours de préparation, donc par rapport à ça, effectivement. Mais c'est à la patiente, effectivement, nous on lui dit... Oui, c'est à elle de faire la démarche. C'est de faire la démarche, c'est à elle de faire la démarche. Nous, on la guide, forcément, si elle ne connaît rien du tout, on va la guider là-dedans, mais après, c'est à elle de choisir. On peut la guider d'ailleurs soit avec des sages-femmes qui sont plus attachées à l'établissement, soit si la patiente habite loin ou c'est plus pratique pour elle, des sages-femmes libérales qui sont en ville. Mais ce sont bien on appelle maintenant ça plus des cours, mais des séances, pour enlever le côté scolaire, parce que le côté scolaire, le côté court, décourager, rebuter un peu certaines patientes pour laquelle la scolarisation, c'est pas toujours un bon souvenir. Hein. Et ce sont des séances de préparation à la naissance, comme vous le dites, et non pas à l'accouchement. Oui. Donc ça veut dire qu'une patiente qui a une césarienne prévue, elle est bienvenue dans les séances de préparation à la naissance, y compris avec son conjoint. Oui, parce qu'on va aussi parler allaitement, soins du bébé, retour à la maison, tout ça, c'est pas juste l'accouchement. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est mixte, ces séances. Le père peut tout à fait venir. Bienvenue. Alors, Sophie voudrait savoir ce que vous pensez des accouchements à la maison. Alors, vaste débat. Effectivement, c'est certaines personnes qui demandent l'accouchement à domicile. C'est vrai que moi, je ne suis pas trop pour, dans le sens où, effectivement, j'ai l'impression de revenir un petit peu en arrière et de prendre des risques. C'est vrai que il y a une certaine ambivalence parce que d'un côté, on nous demande, voilà, il nous faut une maternité niveau 3 pour avoir la sécurité, avoir la néonate, avoir tous les moyens qu'il faut en cas de problème. Et de l'autre côté, il y a l'autre extrême, on va dire, où moi, je veux être le moins médicalisé possible, accoucher à domicile. Alors effectivement, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est prendre malheureusement un risque. Et c'est vrai que maintenant, c'est sûr qu'on ne veut pas surmédicaliser non plus, le but n'est pas là. Mais c'est vrai que d'être dans un environnement sécurisé où, en cas de besoin, on peut agir vite. Parce que malheureusement, il y a des fois, il faut agir vite, que ce soit pour l'extraction d'un bébé, de faire une césarienne en urgence, parce que y a le rythme du bébé qui fait qu'il faut aller vite. Qu'il y ait une hémorragie aussi après l'accouchement, si on n'est pas dans un environnement sécuritaire pour pouvoir gérer au mieux ce saignement. Et effectivement. Donc, effectivement, la plupart des accouchements se passent très bien et heureusement. Oui, il aurait pu se faire à domicile. Heureusement, mais le problème c'est qu'on ne sait pas toujours à l'avance et parfois on est surpris et c'est vrai que c'est prendre un risque. Alors,
Maintenant, effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on est là pour conseiller. On n'est pas là pour forcer les gens non plus. Mais c'est vrai que pour ma part, vous déconseillez. Bah, ouais. Parce que c'est sans présence d'un médecin. En général, il n'y a pas de médecin. D'accord. L'accouchement à domicile, je sais qu'il y a des sages-femmes qui le font. Ouais, il n'y a pas de médecin. Mais après, il y a encore aussi le problème maintenant aussi médico-légal, parce que maintenant aussi, on a aussi ce problème médico-légal qui rentre en ligne de compte. Et je ne sais pas si nos assurances seraient prêtes à nous couvrir si vous alliez, si on allait faire ces accouchement à domicile. Hein. Alors, parfois, quand on dit aux patientes oui, oui, tout est prêt pour vous, le SAMU est en bas de votre porte si besoin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le SAMU n'est pas là, n'a pas la disponibilité pour qu'il y ait un véhicule en attente pour. Et de toute façon, même avec un transfert SAMU devant une souffrance maternelle ou fétale, on perd 10 minutes. C'est 10 minutes qui peuvent être dramatiques pour l'avenir de cet enfant. Donc je pense que c'est au corps médical d'écouter cette demande et de se poser pourquoi il y a cette demande. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen dans nos structures qui apportent la sécurité, d'apporter un confort, notamment par le projet de naissance, pour écouter ces demandes, pour que les patientes se sentent comme à la maison. Mais l'accouchement à domicile, c'est une prise de risque, ne serait-ce que par rapport au délai d'intervention en cas d'urgence. Et vous savez, un accouchement... Alors, on va vous dire, oui, mais pour les grossesses sans risque. Mais oui, une grossesse sans risque, c'est comme de dire un voyage en voiture sans risque. Un voyage en voiture sans risque, ça n'existe pas. On sait qu'une grossesse était sans risque quand elle sort de l'établissement avec un bébé, une maman en bonne santé. Voilà. Oui. D'accord, donc c'est assez clair. Mais je crois que les patientes qui sont tentées par cette, entre guillemets, aventure, doivent en parler sereinement et doivent demander, voilà, moi j'ai besoin d'un environnement. Elles doivent être écoutées. Après, elles peuvent quitter l'hôpital très vite. Ça, maintenant, c'est possible. On n'est pas obligé de rester 4-5 jours. Non, maintenant, on arrive à faire des sorties précoces dès le 2e jour. Hein. Voilà. Donc, après, ça peut être le compromis. Oui, on n'est pas obligé de rester une semaine maintenant à la maternité. Et c'est vrai que si tout va bien, au bout de 2 jours, on peut rentrer à la maison. Voilà. Et souvent, il y a même une sage-femme qui passe à domicile, justement, pour faire la continuité des soins qu'on ne fait pas à la maternité. Ça s'organise aussi. Mais c'est vrai que je vais revenir aussi sur le côté salle nature, mais c'est vrai que ces salles nature peuvent être aussi, justement, une alternative, justement, à ces accouchements à domicile, pour essayer de faire en sorte de recréer un environnement. Alors après, pourquoi pas non plus recréer un environnement qui ressemble un peu à une maison. C'est des idées qu'on peut se poser aussi à l'avenir, pour être à la fois proche si problème, mais aussi recréer une ambiance peut-être un peu moins effectivement médicale. Mais c'est des questions effectivement qu'on pourrait se poser à l'avenir. Donc ça, on le précise dans le projet de naissance, on dit je ne veux pas un accouchement médicalisé, je veux que ce soit le plus naturel possible, mais on vient quand même à l'hôpital. On va dire ce qui est possible ou pas. Vous savez, il y a 20 ans, il était inimaginable d'accoucher en écoutant de la musique. Oui. Or maintenant, beaucoup d'établissements mettent à disposition des moyens pour que les patientes puissent écouter leur musique, non pas une musique qui est diffusée par une chaîne interne. D'accord. Alors, question de Mum 3. Je vais avoir une césarienne programmée car j'ai un utérus bicicatriciel. Et je souhaiterais savoir si mon mari pourrait assister à l'opération à mes côtés. Et dans le cas d'une césarienne d'urgence, est-ce que ce serait possible également ? Alors, nous, c'est vrai qu'on a pour habitude dans notre établissement de faire venir les papas en salle de césarienne. Donc, en général, ils sont toujours présents, même en cas d'urgence. On sait que même dans une cas d'une césarienne en urgence, le papa accompagne toujours. Et pareil, en salle de réveil, en général, le papa accompagne aussi la maman. On a créé justement quelque chose qui nous rend possible aussi ça. Alors, c'est pas forcément toujours possible dans tous les établissements, mais c'est vrai que notre organisation permet de toujours avoir le papa présent avec la maman. Il y a des établissements où ça n'est pas possible, par exemple, quand le bloc obstétrical, la salle de césarienne, est au sein même du bloc général et que ça générerait des problèmes de confidentialité. Donc voilà, les structures nouvelles qui se sont construites récemment ont prévu cela. Pour que maman, bébé et papa soient ensemble pendant la césarienne et en salle de réveil, mais sous certaines conditions. Sous anesthésie générale, c'est rare. Enfin, nous, dans l'équipe, on ne le favorise pas trop. Et si c'est sous anesthésie générale, on va vite présenter le bébé dans une petite salle annexe à son papa.
Mais voilà, c'est sûr que pour ce couple, que ce soit une césarienne, que nous appelons nous maintenant des naissances par voie haute, bah, il faut, plus le mari est là, mieux c'est. C'est vrai que ça rompt des habitudes. Mais au bout de 2 ans, il n'y a plus personne dans l'équipe qui saurait revenir en arrière. Mais il faut que ça soit sécuritaire aussi pour le conjoint. Il faut qu'il soit assis, qu'il ne voit pas, si possible, ce qui se passe, qu'il soit assis sur un fauteuil qui est sécurisé, comme si jamais un ferait un malaise, qu'il ne tombe pas par terre, et qu'on puisse le soutenir. Voilà. Et on voit au fil du temps, puisqu'on a des discours de plus en plus rassurants pour les conjoints, que très peu font des malaises. Oui, et ils sont très contents. Et ils prennent des photos. Parce que nous, on n'a pas le temps de prendre des photos. Bien sûr, on le fait de temps en temps. On prend papa, maman, bébé, on leur prend leur appareil photo, on les prend en photo. Mais s'il n'y avait que nous, vous savez, au moment de la naissance elle-même, moi, je vais bien prendre des photos, mais je n'ai pas toujours le temps. Non, vous n'êtes pas forcément là que pour ça. Donc. Voilà. Alors, question de Marjo77. Vous avez parlé tout à l'heure de péridurale ambulatoire. Donc, dans quel cas peut-on la demander? Alors, en fait, il y a 30 ans, quand on avait une péridurale, c'était dans 50-60% des cas associé à un bloc moteur, une insensibilité totale des jambes. Et on ne pouvait pas se lever, on ne pouvait pas bouger, on avait beaucoup de difficultés à participer. Maintenant, on fait des péridurales beaucoup plus modérées, qui ne doivent théoriquement pas altérer la motricité de la patiente et ses possibilités motrices et de participation à l'accouchement. Il se trouve que ces péridurales permettent, dans certains cas, quand on va bien sûr s'assurer qu'il n'y a pas de déficit moteur des jambes, de se lever pour se décontracter, faire des exercices sur le ballon, se bouger un peu si on n'est pas trop fatigué. Donc on peut la demander. Ça dépend, que la péridurale ne soit pas trop forte. Donc même si on veut faire une péridurale de type déambulatoire, parfois c'est un petit peu fort et on va dire à la patiente, bon, on va attendre 1 heure un peu que le bloc moteur s'allège un peu. Et ça dépend aussi de l'équipe obstétricale, parce que ce n'est pas l'anesthésiste qui va donner le feu vert pour le lever de la patiente. Il faut qu'on soit sûr qu'on n'ait pas de mauvaise surprise avec un cordon, par exemple, qui va s'interposer entre la tête du bébé et le col utérin. Donc, il y a 2 étages de validation. Mais ce n'est pas plus compliqué de faire des péridurales déambulatoires que des péridurales classiques. Il n'y a pas besoin d'une infrastructure et d'une surveillance particulière. Il faut que la patiente soit accompagnée par son conjoint. Et il faut que le contexte médical le permette. Voilà, mais sinon, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup de contre-indications médicales et il faut qu'elle soit accompagnée, cette patiente. Alors, à partir de quel stade va-t-on en salle de naissance? Question de Cerise. C'est à partir du moment où je dirais que les patientes sont en travail. Donc dès qu'il y a des contractions, je dirais régulières, douloureuses, avec aussi une modification de la dilatation du col de l'utérus. Alors parfois aussi, il y a des patientes qui peuvent déambuler. Si par exemple, il n'y a pas besoin tout de suite de péridurale, on peut encore se balader dans les couloirs, ou si on est encore en phase de pré-travail et que ce n'est pas encore ça, mais dans ce cas-là, effectivement, on peut déambuler autour de la maternité, enfin dans les couloirs, pas dehors en général. Et après, à partir du moment où vraiment on est en travail et que les contractions sont vraiment efficaces, que le col se met en place, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir aussi une surveillance du bien-être du bébé. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là où on rentre souvent en salle de naissance et on installe la péridurale si besoin. D'accord. Alors, est-ce que c'est vrai qu'une fois arrivé à la maternité, il ne faut plus manger? Et dans ce cas, si le travail dure très très longtemps, comment on fait? Question d'Hélène. Alors, faut déjà savoir que le travail obstétrical en lui-même va freiner la digestion. Donc, si on mange, qu'on ait une péridurale ou pas, on risque d'avoir, si on charge un peu trop l'estomac, on risque d'avoir des nausées, des vomissements. Il faut savoir également qu'un accouchement, c'est une période où on peut avoir des anesthésies. Si on n'a pas de péridurale et si on devait faire une anesthésie générale, la recommandation est d'avoir l'estomac vide. Et donc, il ne faut pas manger. Par contre, dans certaines circonstances, nous, c'est notre habitude dans l'établissement maintenant, une fois que la péridurale est posée, on peut autoriser de nouveau la prise de boissons, modérée, se désaltérer plutôt que de boire.
se désaltérer avec de l'eau ou des boissons sucrées. Par exemple, pour une patiente diabétique, c'est beaucoup plus physiologique d'amener son resucrage, si elle est en hypoglycémie, par voie orale, que plutôt par perfusion, parce que par perfusion, ça entraîne des pics chez son enfant qui ne seront pas par voie orale. Et puis, si les boissons sont bien passées, et que ça fait 24 heures qu'elle n'a pas mangé, pourquoi pas autoriser une petite collation, mais pas de matière grasse, pas de chocolat, des choses qui se digèrent bien, la petite barre de céréales par exemple. Mais bon, prudemment. Oui. Et notre habitude, c'est une fois qu'on a une péridurale, c'est-à-dire qu'on est sûr que, quelles que soient les circonstances, il n'y aura pas d'anesthésie générale, parce que le risque étant, au cours d'une anesthésie générale, c'est la régurgitation et le syndrome d'inhalation, qui a été décrit en premier lieu, non pas par des pneumologues, mais par des obstétriciens, tellement c'était fréquent. D'accord, parce que si on est sous péridurale et qu'on doit avoir une césarienne, on a la césarienne d'urgence, mais sous péridurale. Tout à fait. On n'a pas besoin de faire une anesthésie. Cette péridurale, pour rendre la péridurale légère, en péridurale lourde, d'anesthésie qui permet de faire cette césarienne en se dispensant de l'anesthésie générale, et donc avec le conjoint à côté, avec j'entends mon bébé naître, je l'ai en peau à peau le plus vite possible. Ok. Alors, Alexandra est à 32 semaines d'aménorrhée, n'a toujours pas passé le test de dépistage du diabète gestationnel. Elle se demande déjà si c'est normal, si ce test est systématique, sachant qu'elle attend visiblement un gros bébé. Alors, c'est vrai que maintenant, on ne le fait plus forcément systématiquement, ce test. Alors, il est en général fait au 6e mois à peu près. Et c'est vrai que parfois, il y a des critères, je dirais, pour dire s'il y a un antécédent de diabète, si dans la famille, il y a des antécédents familiaux aussi de diabète. Après, effectivement, le poids du bébé aussi peut rentrer en ligne de compte. Maintenant, si ça a été dépisté lors de la dernière échographie et qu'à la deuxième échographie, finalement, il avait un poids qui était normal. Maintenant, mais c'est vrai que c'est plus fait forcément systématiquement, ces tests du diabète. D'accord. Et le fait d'avoir un gros bébé, c'est une justification en soi? Ça peut l'être. Après, il faut aussi qu'il y ait d'autres critères. En général, on fait aussi une surveillance par le sucre dans les urines aussi, avec les bandelettes urinaires. Donc après, il peut y avoir aussi d'autres moyens de surveillance. Souvent, on fait aussi une glycémie à jeun en début de grossesse. Si on a un doute, on peut éventuellement refaire des glycémies pour vérifier. Maintenant, le fait d'avoir un gros bébé ne veut pas dire forcément qu'il y a un diabète derrière. Et après, ça dépend aussi de sa morphologie, parce que forcément, si on est grande, on aura tendance aussi à faire des grands bébés. Si on est petit, effectivement, l'inverse. Mais c'est pas systématiquement fait maintenant. Ça l'était, il fut un temps, mais plus maintenant. Plus maintenant, d'accord. Alors, Hélène, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais c'est l'occasion de revenir dessus. Vous voudrez savoir si l'hypnose peut faire partie du projet de naissance. Oui, l'hypnose peut faire partie du projet de naissance dans les établissements qui le pratiquent. Maintenant, vous savez, il y a des établissements qui ne pratiquent pas l'hypnose, où les sages-femmes ou les obstétriciens ont pris l'habitude d'avoir un langage tellement empathique que c'est déjà... comme Monsieur Jourdain, elles font de l'hypnose sans en avoir le qualificatif. Mais oui, mais c'est une technique complémentaire des autres et ça ne doit pas être mis en opposition par rapport aux autres techniques. Par contre, pour une patiente qui avait un projet d'analgésie péridurale avec une contre-indication, soit parce qu'elle a eu une chirurgie lourde du rachis, de la colonne vertébrale, soit des problèmes de coagulation, on sait très bien qu'elle n'aura pas de péridurale, oui, ça va l'aider, comme les autres méthodes. D'accord. Alors, Salomé est certaine de ne pas vouloir de péridurale. Est-ce qu'elle doit quand même voir l'anesthésiste et faire son bilan sanguin? Oui. Alors, la réponse est courte. C'est clair. C'est oui, c'est voilà, déjà pour les raisons en discuter. Que vous avez expliqué tout à l'heure. Déjà aussi pour qu'elle voie avec l'anesthésiste s'il n'y a pas une difficulté d'anesthésie éventuelle. Parce qu'une patiente qui nous dit « je ne veux pas de péridurale », bien madame, mais elle a été opérée par exemple de la mâchoire, elle a une ouverture de bouche de pas plus d'1 centimètre. Si jamais elle va en césarienne, cette patiente, ça va être une catastrophe, l'anesthésie générale, on ne va pas réussir à l'oxygéner, ni elle ni son bébé. Donc moi, en général, quand j'ai des cas comme ça, je leur propose de poser un cathéter de péridurale, sans l'injecter, et en disant, voilà, si jamais nous passions en césarienne, mais vous n'avez pas de raison plus qu'une autre de passer en césarienne, si jamais, eh bien, vous avez au moins votre ceinture de sécurité. Votre ceinture de sécurité, vous la mettez.
Oui, mais c'est pour ne pas vous en servir. Donc faites pareil avec votre cathéter de péridurale. Maintenant, s'il n'y a pas de propension particulière à la césarienne chez cette patiente, si elle n'a pas de difficulté d'intubation programmée ou d'autres pathologies qui imposeraient madame, vous faites selon votre projet de naissance, on vous accompagnera. Et puis, si vous changez d'avis, ce n'est pas une défaite. Oui. Voilà. D'où l'intérêt de voir l'anesthésiste. D'où l'intérêt prêt dans tous les cas. Voilà. Alors, Fanny, donc il s'agit de sa première grossesse, et elle se demandait, pour l'allaitement, s'il était possible d'alterner entre lait maternel et lait en poudre. C'est tout à fait possible, oui. Il y a même des fois, on le fait parce qu'il y a besoin, parce que la montée de lait ne se fait pas assez vite et que le bébé perd du poids. Donc c'est tout à fait envisageable d'associer les deux sans aucun problème. Et ça, il faut le dire aussi dans le projet de naissance. On peut le noter effectivement dans le projet de naissance, comme ça c'est écrit, mais ça pose pas de problème. D'accord. Alors, question de Clem. Donc, j'ai très peur de ne rien ressentir si je fais une péridurale. Certaines de mes amies m'ont dit qu'elles avaient été comme anesthésiées par la péridurale et qu'elles étaient passées à côté de leur accouchement. Mais en même temps, je n'envisage pas d'accoucher sans. Est-ce qu'il est possible d'avoir une péridurale dosée à la demande? Je crois que ça se fait dans certaines maternités. Oui, ça se fait dans certaines maternités. Si on a les équipements qui sont des équipements courants maintenant, et où toutes les salles, comme chez nous, toutes les salles sont équipées. Donc, on n'a pas à prendre la pompe d'une salle pour la mettre dans l'autre. Mais ce travail-là peut être très bien fait aussi avec un établissement qui n'aurait pas ces dispositifs et que l'on fasse des injections à la demande par l'anesthésiste, qui la sage-femme. L'important, c'est d'en reparler, qui en consultation d'anesthésie, et aussi le jour de la réalisation de cette péridurale, de bien préciser, moi j'ai envie d'une péridurale, mais j'ai envie de vivre les choses. Donc il ne faut pas trop qu'on charge. Et on connaît les produits. On connaît les produits qui sont forts ou les concentrations de produits. Donc on a des recettes qui nous permettent de privilégier ce projet de naissance-là. Oui, parce qu'il est tout à fait possible d'avoir une péridurale et de sentir quand même ce qui se passe. Oui, c'est pas... Oui, tout à fait. C'est pas du tout impossible. Alors, Diane voudrait savoir si on perd forcément les os. Et si on ne les a pas perdus, est-ce qu'on va percer la poche à la maternité? Et est-ce que c'est vrai que les contractions sont plus douloureuses quand on a percé cette poche de manière forcée? Le fait d'avoir rompu la poche, effectivement, les contractions elles seront souvent plus fortes. Maintenant, on peut très bien être en travail sans avoir rompu la poche. C'est assez fréquent même d'ailleurs. Et même, il y a des rares cas où on a la poche qui n'est pas rompue même au moment de l'accouchement, ce qu'on appelle les bébés nez coiffés. Oui, ils naissent donc ça peut arriver aussi. Maintenant, effectivement, on ne va pas forcément rompre la poche dès qu'elle est en travail, sauf s'il y a une indication médicale, si on voit que la dilatation stagne un peu et que ça a du mal à se mettre, à vraiment évoluer, on aura tendance à essayer de rompre la poche pour essayer d'améliorer la dilatation. Maintenant, ce n'est pas forcément fait spontanément. Le fait aussi que ça se rompe soit naturellement, soit artificiellement, les contractions seront douloureuses quoi qu'il arrive, ça sera la même douleur. Mais après, c'est un peu du cas par cas, on s'adapte aussi. Mais on peut très bien aussi rompre la poche et accoucher que 48 heures après. Par contre, ce qu'il faut, c'est que dès que la poche est rompue, il n'y a pas d'urgence, il ne faut pas arriver tout de suite à la minute, mais il faut plutôt quand même venir en salle à la maternité, parce qu'il y a aussi des raisons, parfois il y a des antibiotiques qu'on peut donner de façon prophylactique. Pour éviter les infections. Pour éviter les infections. Alors, parfois on fait un test, on fait un test en fin de grossesse pour dépister justement un germe qu'on appelle le streptocoque B. Et s'il est présent, c'est vrai que quand la poche est rompue, on met tout de suite les antibiotiques en route. Maintenant, s'il n'y en a pas, on les met souvent 12 heures après. Mais c'est vrai que ça veut dire que ça se met probablement en route. Et donc du coup, il vaut mieux venir à la maternité pour refaire le point. Et si on a un doute, parce que parfois on a un doute, on se dit je ne sais pas si j'ai rompu la poche, est-ce que j'ai juste fissuré, est-ce que j'ai vraiment rompu? Dans ce cas-là, si on a un doute, il vaut mieux venir aussi pareil, on fait un test, on a un petit kit qui nous permet de savoir est-ce que c'est du liquide amniotique ou autre chose, et si ce n'est pas le cas, c'est tout, mais il vaut mieux venir pour rien que venir alors que de ne pas venir alors que c'était rompu. Mais quand les péridurales ont été posées avant la rupture spontanée ou pratiquée de la poche des os, on s'aperçoit que, notamment pour les patientes qui ont des péridurales avec une auto-administration, souvent, pas toujours, souvent,
cette rupture est accompagnée d'une augmentation des demandes. Donc je pense que c'est un marqueur de dire, bah oui, dans un certain nombre de cas, on va peut-être dire 60% des cas, mais je n'ai pas le chiffre exact, cette rupture de la poche des os s'accompagne d'une augmentation des contractions, de leur intensité, et en corollaire assez souvent d'une augmentation de la stimulation douloureuse. D'accord. Alors, on arrive au terme de ce dialogue, donc on va prendre une dernière question avant de se quitter. Ce sera celle de Soph. Mon bébé est en siège, le terme est le 16 juillet. Pensez-vous qu'il puisse encore se retourner? Et sinon, est-on obligé de tenter un accouchement par voie basse? Je préférerais vraiment une césarienne. Mon premier accouchement a été très long et pénible, avec pourtant un bébé qui se présentait bien. Donc je préférerais ne pas revivre la même chose ou pire. Alors, effectivement, c'est encore possible. Maintenant, c'est sûr que plus le terme va avancer et moins les chances que le bébé se remette la tête en bas sont importantes. Parfois, on peut proposer aussi ce qu'on appelle les manœuvres, les versions par manœuvre externe. C'est pas toujours agréable et surtout quand on arrive à un terme assez avancé, c'est plus compliqué pour que ça marche. Il y en a qui essayent aussi l'acupuncture, mais pareil, on le fait souvent un petit peu plus tôt aussi dans le terme. Maintenant, l'accouchement par le siège, c'est possible par les voies basses, mais c'est jamais obligatoire. Surtout que si justement il n'y a pas la patiente, c'est pas son souhait d'accoucher par les voies naturelles. En général, on dit bah, c'est tout, on fait une césarienne. Donc on prend en compte aussi son désir. Et c'est vrai que le siège étant une présentation un peu particulière par rapport à d'habitude, on essaye de faire en sorte que tout soit dans les clous. Quelqu'un qui veut par exemple accoucher par la voie naturelle d'un siège, c'est possible. Maintenant, il faut que tout soit dans le verre. Donc pas un trop gros bébé, pas un bassin aussi. Donc c'est dans ces cas-là où on fait des pelvimétries pour être sûr que le bassin soit normal. Mais après, si elle dit « moi je ne veux pas prendre de risque dans ces cas-là, personne ne l'obligera à accoucher par les voies naturelles. Et quelles que soient les raisons de l'accouchement antérieur qui ne s'est pas bien passé, que ce soit un accouchement par voie basse ou une césarienne, parce qu'on a vu aussi d'autres questions où c'était carrément l'inverse, une dame qui avait un mauvais souvenir de césariennes antérieures. Et le projet de naissance, ça va être justement le support pour dire qu'est-ce qui a fait que mon premier accouchement, voie haute ou voie basse, s'est pas bien passé? J'analyse les raisons, je les expose, j'en demande le commentaire et est-ce que ça va se reproduire obligatoirement? Et ça, c'est un commentaire qui sera fait dans le choix de l'indication de la voie d'accouchement. D'accord. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Et pour les internautes, rendez-vous sur un prochain live chat Ramsay Général de Santé.